Bonjour et bienvenue sur le podcast sur la ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Nous partirons aujourd'hui d'un postulat de base et ce postulat de base c'est le Canada a les armes pour participer dès 2022 au grand concert des nations, la Coupe du Monde. Pourquoi, comment, nous allons en parler avec notre ami Curtis Larsouille, papa et maman de la moitié de l'Impact Academy. Comment vas-tu, Curtis? Ça va très bien, et vous-même? Vous-même va très bien. Donc, on va se lancer très fort pour faire partie, pour avoir sa place dans le concert des nations. C'est possible, et ça pour de nombreuses raisons. Donc on va peut-être commencer par un petit panorama de l'équipe actuelle et des joueurs qui seront encore là dans 3 ans. Alors, projetons-nous, dans 3 ans, quelle équipe pour le Canada, au vu de l'équipe actuelle? J'ai mis pas mal d'eau dans mon vin dernièrement, ceci dit, avec le parcours en Gold Cup. Je suis toujours très enthousiaste et très optimiste sur le fait qu'ils participeront dès 2022, puisque ça va être il y a la place d'être dans les 3 meilleures équipes, sans problème. La Gold Cup, ça a été un accro un peu bizarre et un peu difficile, puisqu'il y a 2 équipes du Canada, en fait. Il y a une équipe qui offensivement est assez exceptionnelle, on va pas se le cacher, mais défensivement, c'est absolument terrible. Donc, en fait, il y a un gros problème dans ce Canada-là qu'il va falloir qu'ils résolvent assez rapidement, oui. Mais d'ici 3 ans, oui, il y aura les mêmes. Il y aura toujours les Cavallini, les Jonathan David, les Alphonso Davies, ces joueurs-là, Junior Holley aussi, Arfield très probablement. Malheureusement, je pense que c'était le jubilé de Hutchinson, cette Gold Cup, qui s'est terminée de piètre manière pour lui. Mais offensivement, il y a pas de souci à avoir. Deux buts, le Canada va en marquer en qualification. Le problème, c'est que le Canada va en encaisser beaucoup aussi. Exact. Et donc toi, tu considères que c'est une défaite encourageante, comme quand même à le dire, les rugbymen? C'est encourageant dans le sens où Haïti a pas démérité. Haïti a battu Costa Rica. Ils ont perdu à la dernière minute contre le Mexique, à la 90e sur un penalty. C'était une belle équipe qu'il y avait en face, mais je veux dire, c'est une défaite crève-cœur puisqu'ils mènent 2-0 à la mi-temps. Ils prennent 3 buts absolument terribles. Pas le troisième est quand même très très bien amené. Mais ils se font peur tout seuls. C'est des enfants, c'est des bambins en défense. Moi, je mettais beaucoup d'espoir sur Godinho. Heureusement, j'en avais pas parlé la dernière fois qu'on s'est parlé, en me disant que Heureusement. ça allait être un joueur qui allait être important et qui, pour moi, il était meilleur que Broguilla. Mais il a fait 2 énormes bourdes sur le but du 2-1 et le but égalisateur. Donc, c'est ça, on peut pas vraiment tirer de conclusion sur ce match, puisque il y avait 100 fois la place, les doigts dans le nez de gagner ce match-là, mais finalement, ils l'ont perdu. Il va falloir en fait qu'ils mûrissent cette équipe. Il va falloir qu'ils se donnent un sacré coup de pied aux fesses, et puis peut-être qu'aussi il va y avoir la nécessité qu'en défense, il y ait plus d'automatisme qui se crée, ce qui est en train de se faire à Vancouver, puisque la défense centrale, entre guillemets, type Cornelius, Henry, joue à Vancouver ensemble. Et peut-être que ça va amener plus d'automatisme, plus de confiance, et Borjan aura plus besoin de gueuler sur tout le monde, comme ça a été le cas dans ce match, malheureusement. Je crois qu'il aime bien gueuler sur tout le monde. Mais Il aime bien, à raison et à tort. ouais. Mais il aura sans doute ce sera moins légitime. Donc pour cette Coupe 2022, on peut aussi compter sans doute sur les académies. Hein. Toi, tu penses que les académies vont nous sortir de jolis joueurs? Là, c'est un coup de dé, les académies, puisque très franchement, pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui est titulaire en équipe du Canada qui sort d'une académie, puisque c'est trop récent. Ces joueurs sont encore trop jeunes, et puis les académies existent depuis un moment, mais je veux dire, c'est des académies 1.0. Là, le 2.0, il arrive en ce moment avec les Chouanières, ces joueurs-là, qui ont encore l'académie de Toronto. En fait, tous les joueurs qui sont en équipe canadienne ont fait leurs armes dans les équipes de jeunes ici, au Canada, enfin, en Ontario, en Colombie-Britannique ou même au Québec, mais pas dans la structure qui est la structure des académies actuelles. Le grand problème, c'est que c'est très difficile pour les joueurs de l'académie de faire ses armes et de faire son trou en MLS ou ailleurs, puisque le statut canadien aide pas du tout. Que ça soit aux États-Unis, ça aide uniquement au Canada.
Donc il y a aussi la CAN Première Ligue en même temps. Je vais pas partir dans des dérives avec ça, mais oui, il y aura des joueurs d'académie à la Coupe du Monde, enfin, ou en tout cas dans les qualifs de la Coupe du Monde, mais il faut qu'ils soient titulaires en club et c'est pas encore le cas. Exact. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que finalement, moi, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que l'Académie de l'Impact, elle a signé son premier professionnel, Karl Ouimet, en 2012. Hein, un autre académicien qui a réussi, c'est Vandril Lefebvre. Mais à part ça, il y a pas grand monde qui a vraiment réussi, à faire son trou. Alors évidemment, il y a tout un tas d'espoirs, les Chouanières, Beaulieu, Aya, Kinopé, voilà, Thomas Meyer-Guiguer, exactement. Et puis il y a aussi une flopée de gardiens, mais mais ça reste compliqué. Et même Balou, à qui on a cru très rapidement avoir un bel avenir, bah, finalement, c'est vrai qu'il est il a fait des choix qui étaient sans doute contestables. Et puis il est pour l'instant un petit peu perdu. mais parce Donc il y a vraiment une volonté de sauter le pas et d'aller en Europe assez rapidement pour ouais. beaucoup de joueurs parce que ils ont des agents qui voient la porte de sortie vers l'Europe en disant bon mais écoute on va tenter le coup. Le Go qui est parti à Auxerre très jeune, Mhm. qui a essayé de signer au Celtic ensuite, mais il y a énormément de joueurs qui jouent dans les divisions inférieures en Europe, énormément de Canadiens, énormément de jeunes joueurs, mais Ouais. c'est le problème, c'est que ça manque un petit peu d'homogénéité dans la structure et dans la manière d'aborder. Pour créer une équipe canadienne, il faut qu'il y ait une identité de jeu. Et cette identité de jeu, quand tous tes joueurs évoluent, un chez les Slovaques, un en troisième division allemande, l'autre en Norvège, c'est compliqué. Le nombre de Canadiens en ce moment, de jeunes joueurs qui sont potentiellement pour les qualifs et pour la Coupe du Monde 2022 qui sont titulaires, il y en a qu'un seul. Il y en a deux, pardon. C'est Marc-Anthony Quay et Jonathan Osorio, qui est plus si jeune d'ailleurs. Mais hormis ces joueurs-là, je veux dire, Will Johnson à Rolando, il est plus tout jeune, même s'il est titulaire. Akindele, pareil, il joue de plus en plus, mais ça a été un cireur de banc professionnel pendant presque 10 ans en MLS. Et c'est compliqué pour les Canadiens en fait de faire son trou. Et en fait, on a quand même une génération exceptionnelle en attaque, mais faire une défense, un milieu de terrain qui se tient, ça va être très compliqué pour le Canada. Exact, les matchs, ils se gagnent hélas en défense. C'est Et voilà, on l'a vu quand qu'ils on utilise perdent en fait. voilà, quand on veut faire une équipe, on commence déjà par avoir une défense qui tient la route et puis après on construit l'attaque. Et là, c'est vrai que il y a tellement de qualité devant que que parfois même voilà, les attaquants ils jouent défenseurs. On regarde Davis là qu'ils ont Gâché, c'est terrible. c'est gâché, c'est Terrible terrible, c'est triste. d'avoir si peu de joueurs qui font la job pour mettre ton meilleur joueur, c'est-à-dire le meilleur joueur canadien de ces 10 dernières années, le faire jouer un poste contre nature, c'est quand même terrible. Alors c'est une faute d'Herman, on va pas se cacher, il y a eu beaucoup d'erreurs d'Herman dans la gestion de cette Gold Cup, mais pas uniquement. Il faut quand même qu'il ait son bassin de joueurs, un bassin de joueurs assez large et fourni pour pouvoir se permettre de mettre un joueur qui joue à son poste, tout simplement. Exact. Et rapidement, la KNPL, toi, tu penses que finalement, ça peut être une opportunité pour voir, ben, déjà, je pense qu'on va voir d'autres joueurs et qui vont peut-être commencer en KNPL et après monter en MLS ou signer dans d'autres ligues. Tu penses que c'est une vraie opportunité, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme? À moyen terme, oui, mais pas avant 2022. Ça sera compliqué. La Clairement. CAN Première Ligue, c'est un superbe projet. C'est le projet qu'il fallait. Mais les équipes c'est très faiblard, je veux dire. Moi, je pense, par exemple, à Issei Nakajima Forum, là, qui joue où est-ce que c'est? Atlantic FC? Sur l'île de Vancouver, là, une des franchises, au Pacific FC, pardon. Et, qui était un joueur médiocre, hein, à IMFC, à l'Impact, qui est parti s'exporter en Malaisie, je sais plus où, et qui revient ici, qui est titulaire indiscutable ici. En cas de première ligue, c'est un baromètre assez flagrant et assez probant de ce qu'est le niveau de la CAN Première Ligue. Il y a une équipe en ce moment qui écrase littéralement la CAN Première Ligue, c'est le Cavalry FC de Calgary. Mais même là, je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs qui soient assez bons pour prétendre à une place en équipe nationale.
La chance qu'ont certains joueurs, c'est ceux qui évoluent en USL à Ottawa, et tu parlais justement à juste titre de Thomas Meyer-Giguère, qui je pense va avoir un peu plus au fur et à mesure du temps de jeu et probablement sa place en première ligue, en équipe nationale, pardon. Ouais, tout à fait. On va peut-être pas lancer le débat sur est-ce que une équipe 2 en Montréal serait la voie obligatoire pour développer les joueurs. Ouais, si allez, on le lance. Hein. Si on lance, mais oui, une équipe 2, oui, une réserve, c'est indispensable. Surtout quand t'as Garde comme entraîneur. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas, parce que moi c'est un peu mon opinion, que finalement quand t'as des bons joueurs, eh ben ils vont sortir quoi. Tu peux les prêter en USL, s'ils sont vraiment bons, ils vont faire leur trou en USL. Et c'est aussi dans la difficulté qu'on arrive à avoir les caractères, avoir les vrais niveaux, et puis qu'on se forme aussi dans la difficulté, qu'on apparaît sous son vrai jour dans la difficulté. Oui, certes, mais je veux dire, c'est très compliqué de garder confiance et de jouer son meilleur football quand on ne sait jamais de quoi son avenir est fait. Je veux dire, Meyer-Giguère qui est prêté 2 années consécutives en USL, il fait la job, mais Crépeau, par exemple. Crépeau, c'est l'exemple parfait d'un joueur qui aurait dû partir 2-3 ans plus tôt. Là, il est en train d'exploser littéralement à Vancouver. Même si l'équipe fait des performances pas terribles, c'est un doux euphémisme. Lui tient parfaitement la baraque. Mais Crépeau, le problème c'est qu'il est gardien et où qu'il passe, il aura toujours de la concurrence. Pas en club actuellement, mais en équipe nationale, il sera pas gardien numéro 1 avant un bon moment, je pense. Peut-être même qu'il restera éternel gardien numéro 2, puisqu'il y a l'arrivée d'un très jeune joueur qui a eu sa première sélection il y a quelque temps, Massimiliano Busti, qui joue en équipe jeune de la Juventus de Turin. Et même lui, quand Borjan se partira, peut-être que c'est Busti qui va prendre directement la place et Crépeau sera éternellement numéro 2. On sait pas, mais c'est compliqué de percer et de donner son meilleur quand on sait pas de quoi son avenir est fait. Et la MLS est une structure tellement compliquée pour intégrer les jeunes joueurs. Il faut vraiment être un Alphonso Davies pour avoir sa place, en fait. C'est très compliqué autrement. On peut pas se développer de manière simple et progressive dans une ligue comme la MLS. Il faut performer de suite, sinon on dégage ou on se retrouve à cirer le banc. Ah bon, à ce point-là? Parce qu'on pourrait imaginer au contraire que c'est finalement une ligue où il y a peut-être un petit peu plus de temps parce que l'obligation de performance elle est moins grande que dans certaines autres ligues où il y a des relégations et promotions et que finalement. Oui, mais l'obligation de performance elle est là quand même, puisque aucune équipe, aucun supporter va voir son équipe se reconstruire année après année. Et de toute manière, le salary cap étant ce qu'il est, c'est difficile d'intégrer des jeunes joueurs dans un salary cap, même si les performances, même si on se dit, allez, cette année on oublie tout, on met que des jeunes joueurs sur le terrain. Il faut quand même faire rentrer un peu d'argent, puisque la redistribution c'est compliqué à MLS. Il faut quand même que des gens viennent au stade. Alors, est-ce que des gens viendront voir l'Impact de Montréal si la moyenne d'âge c'est 22 ans, il n'y a pas une star, on prend des 4-0 à chaque match, et je suis pas persuadé. Je veux dire, promotion-relégation, oui, certes, c'est vrai que c'est cool de pouvoir faire ce qu'on veut un peu chaque année en termes de résultats, mais il faut quand même avoir un stade rempli, il faut quand même intéresser les jeunes. Il y a aussi un désir finalement chez les partisans d'avoir une équipe qui ressemble un peu plus à la communauté, avec plus de jeunes. Après, c'est quelque chose d'universel, hein, ça existe partout. Oui, ça existe partout, mais tu vas leur dire ça aux supporters que écoutez, votre équipe de soccer, en fait, le plan de 5 ans qu'on s'est dit où on allait au moins essayer d'accrocher une finale de conférence, voire même gagner la MLS Cup, on oublie tout ça, on va mettre que des jeunes sur le terrain, on va prendre branlée sur branlée. Je pense que le supporter, il va dire, attendez, moi, j'ai pas signé pour ça. Je vais pas signer. Mais même moi, personnellement, tu me dis qu'il y a une équipe avec que des jeunes, un peu comme Lyon au moment de la reconstruction, que Garde a repris, où il a viré tous les anciens pour mettre que des jeunes. Si tu me dis ça, moi j'achète, je signe de suite. Et moi je suis un cas particulier, je pense. Je pense pas que tout le monde ait raison. Un cas particulier. Hein. Ouais, j'aime ça voir des jeunes. Je suis supporter de Montpellier. Heureusement que j'aime ça voir des jeunes joueurs sur le terrain. C'est eux qui nous font gagner le championnat de France. Exactement. Bon après il y a aussi des dinosaures à Montpellier. C'est une espèce de maintenant mélange, voilà.
À l'époque, non, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes. La victoire, c'est les Bella Les jeunes. Honda, c'est les Giroud, c'est les Mbiwa, c'est tout ça. Les Cabela, exactement. C'est tout jeune. Bon, on a parlé de Crépeau, on peut peut-être prendre quelques instants encore pour parler des Canadiens en MLS et peut-être finalement le niveau des Canadiens en MLS et le niveau de la MLS peut-être, parce que c'est aussi le niveau de ton championnat qui va conditionner tes qualités et puis ta capacité à réussir en équipe nationale. Ah ouais, mais faut mettre deux choses en perspective. Pour moi, la MLS, c'est pas le championnat canadien, c'est pas le championnat des Canadiens. Pour moi, le championnat canadien, on en parlait, c'est la CAN Première Ligue. Il est là, le niveau du championnat canadien. Parce que les équipes canadiennes en MLS, elles sont pas aidées. C'est difficile pour des Canadiens de percer. Je veux dire, les Canadiens sont toujours considérés dans les équipes américaines comme des étrangers. Donc, ils prennent une place internationale, hormis certains qui ont un certain âge. Enfin, je veux dire, il y a tout un truc, évidemment. Chaque règlement de la MLS, c'est 14 pages. 14 pages de petits caractères et d'astérisques. Mais le niveau des Canadiens, ceux qui jouent, les Canadiens, ils ont leur place en équipe nationale. Et ils ont leur place en équipe nationale d'ailleurs. Je vais pas y revenir, mais Marc-Anthony Kaye, c'est un formidable joueur dans la meilleure équipe de la Ligue. Donc le niveau, il est bon. Osorio, c'est un titulaire indiscutable dans une des meilleures équipes de la Ligue. Il y a pas si longtemps, la meilleure équipe de la Ligue. Mais après, les Canadiens, il y a que Vancouver qui fait jouer ces Canadiens, ces internationaux, depuis longtemps, puisqu'il y avait De Jong, il y a pas si longtemps, qui jouait latéral gauche à Vancouver. Il y avait David Edgar, il y avait tous ces joueurs-là. Maintenant, il y a Cornelius, il y a Henry. Le niveau des Canadiens à MLS, il est au niveau des Américains à MLS, puisque la plupart des joueurs, des bons joueurs, se tirent assez rapidement. Et d'ailleurs, si les États-Unis sont en train de performer en Gold Cup, c'est majoritairement avec les joueurs qui évoluent en Europe. Ceux de la MLS font un peu profil bas. On parlait de Lovitz tout à l'heure en antenne. Il est vite redevenu un remplaçant, voire même un troisième choix, je pense, dans cette équipe américaine. Exact. Donc, si on peut pas compter encore sur les joueurs de la CNPL, si on peut pas compter sur les futures merveilles des académies, alors peut-être pourra-t-on compter sur les binationaux. Et finalement sur ces joueurs qui sortent de nulle part ou au contraire qui sortent qui sont le fruit d'une immigration plus récente. Ouais, complètement. Ben, c'est le cas pour les joueurs qui évoluent en Gold Cup en ce moment. C'est le cas d'Arfield. Et autant je peux être très critique sur Harman à bien des égards, autant il a quand même réussi pas mal de prouesses pour ramener certains joueurs qui étaient promis à d'autres sélections, les ramener en équipe canadienne. Arfield, il a 100 fois sa place pour jouer en équipe d'Écosse. Je pense qu'il a eu des longues discussions avec Herman qui lui a proposé un projet, lui a fait miroiter beaucoup de choses. Et au final, c'est un capitaine, c'est le nouveau capitaine pour moi à mes yeux de l'équipe canadienne sans aucun problème. Et c'est un immense joueur. Arfield, c'est quand même une chance de l'avoir en équipe nationale. Je dirais Alphonso Davies, il est binational aussi. Bon, évidemment, il a fait tout son parcours au Canada, donc ça coulait de source un petit peu. Et puis je suis pas sûr qu'il ait envie de jouer pour l'équipe nationale du Libéria. Et Jonathan David aussi. Mais lui faire le choix entre le Canada et Haïti, si ça avait été dernièrement, je suis pas sûr qu'il aurait choisi le Canada. Bon, ça tombe bien. Mais avant ça, il y a eu Oilett aussi, qui voulait à tout prix jouer pour l'équipe d'Angleterre. Mais bon, il s'est vite rendu compte que c'était plus compliqué que prévu, vu qu'il restait en Championship pendant plusieurs années. Mais les binationaux, oui. Je veux dire, les Canadiens pur laine, de toute façon, ça n'existe pas au Canada. N'en déplaise à beaucoup. Mais je veux dire, c'est par les binationaux que ça va passer. La réussite. Ouais, évidemment, non. C'est vrai que moi, les binationaux, c'est une des thématiques qui m'intéresse le plus, c'est que j'ai le plus travaillé. C'est évident que c'est une vraie opportunité. Alors évidemment, il y aura rapidement des discussions, il y aura des binationaux par opportunité, des gens qui se rendront compte que ils ont épousé une Canadienne quelque part en Allemagne, en France ou je ne sais où, et que par le mariage, ils peuvent acquérir la nationalité, ce qui doit aussi pouvoir être bon en foot, ça peut aussi sans doute, je suppose, accélérer tout ça. Et comme il y en a eu, par exemple David Régis qui est français, il a fait 2 Coupes du Monde avec les États-Unis en 94.
et en 98, et je pense que les États-Unis étaient bien contents de l'avoir, et lui aussi était évidemment bien content d'avoir cette opportunité qu'il n'aurait pas eu avec l'équipe de France. Mais comme tu dis, Allemagne, il a fait un beau travail, mais ce qui est pour moi aussi important, c'est que finalement cette équipe, comme tu l'as dit pour David, cette équipe, si elle réussit, si elle performe, si elle se montre sous un beau jour, il y a aussi beaucoup de gens qui finalement vont se rappeler qu'ils ont, comme je l'ai dit, une capacité et ils vont avoir l'envie d'intégrer le train de l'équipe du Canada, et donc ça peut être une vraie chance. Oui, ça peut être une vraie locomotive, mais le problème c'est que c'est un peu ralenti, la locomotive un peu ralenti dernièrement avec ce parcours en demi-teinte en Gold Cup. On pensait Est-ce et ils qu'il est pensaient aller ouais, plus loin. je Et suis d'accord. c'est pas une belle publicité de se faire taper par Haïti, je suis désolé. Non, ça c'est sûr, mais Avec beaucoup de respect pour les Haïtiens, je veux dire. évidemment qui ont complètement mérité à ce que j'ai vu leur victoire. Ah oui. Mais finalement, moi je milite beaucoup pour que cette équipe du Canada se fasse voir aussi en faisant des matchs amicaux ou en faisant éventuellement une tournée. Et quand tu es en France, enfin, par exemple en Europe ou en France, la Gold Cup, on n'en entend pas parler. Surtout cette année, on en a encore moins entendu parler parce qu'il y a la CAN en même temps, la Coupe du Monde, l'Euro Espoir, je ne sais quoi encore. Il y a eu moins de 19. Et donc finalement, je pense qu'il y a cette performance, comment dire, en demi-teinte pour rester positif. Elle va pas forcément envoyer un message trop négatif et c'est un message qui Ah peut à non. mon avis être oublié. Mais je veux dire, il y a pas de message à envoyer. De toute façon, le Canada, personne ne sait que ça existe dans le monde footballistique. Donc, je veux dire, personne va être déçu. Tout ce que Oui, je suis pouvait faire le d'accord, mais Canada. par exemple, Davis, c'est- s'il fait une bonne publicité pour l'équipe du Canada, David, il va rapidement faire une bonne publicité et ces joueurs locomotives, il y a toujours eu des joueurs locomotives qui ont réussi à tirer leur sélection et qui ont aussi réussi finalement à montrer la sélection sous un meilleur jour et à attirer des joueurs. Moi, j'ai beaucoup cru, par exemple, que Drogba allait réussir à faire venir Balou à la sélection ivoirienne et que il y aurait rapidement une sélection juste pour le bloquer au cas où il exploserait et que finalement il réussirait aussi bien que ce qu'on beaucoup ont pensé. Ouais, mais c'est quand même compliqué Ça va être compliqué. ouais, cette locomotive-là. Pour être la locomotive et intéresser des joueurs, il faut gagner des trucs. Je veux dire, arrêter de gagner des matchs amicaux 7-0 contre Montserrat ou tous les matchs amicaux du Canada, ils jouent contre des équipes classées C'est entre une la vraie 5e et la difficulté. Je suis 60e d'accord place. avec toi. Je veux Ouais. dire, le jour où on fera un petit Canada, là où ça aurait été magnifique, ça aurait été un Canada-États-Unis. Il faut, à un moment, il y en a un qui s'en vient de Canada-États-Unis, match amical. Mais le Là, avec la Canada peut Ligue des très bien. Nations, il va y avoir des matchs qui seront contre des Oui, oui, adversaires oui. quand même Mais supérieurs. ils ont Donc. Mais je suis d'accord avec toi. survolé Il la faut Ligue des des Nations. amicaux. Il faut des matchs amicaux qui comptent un peu. Faut arrêter de jouer des matchs. Faut arrêter le complexe d'infériorité de cette équipe-là et se dire qu'ils sont capables de tout gagner. Mm. En Amérique du Nord, évidemment. Je veux dire, bon, le jour où ils vont taper la France, il peut arriver. Mais je veux dire, ils ont les moyens d'accrocher des matchs contre des top 20 au classement FIFA sans problème. Ils peuvent le faire, ce genre de truc-là. Et c'est aussi comme ça que finalement tu te développes et tu sais où tu es Tu joues dans des exactement. stades pleins déjà. Exactement, On commence voilà. par jouer pas sur le stade d'entraînement d'Almeria en Espagne. Voilà. Non, mais il faut jouer dans des stades pleins. Et Évidemment. par exemple, la magnifique publicité qu'il y avait pour le Canada, elle était contre le Mexique en poule. Sauf qu'on Mm. a foutu l'équipe B en poule. Et ça, moi, Exactement. ça me rend fou. Parce que Moi, ça m'a rendu dingue. t'as 52 000 personnes dans les tribunes. Mm. 52 000 Mexicains, putain, va les accrocher les Mexicains. Te dis pas, ouais, c'est une défaite, c'est une défaite, je suis optimiste, c'est pour ne pas leur montrer ce qu'on vaut en demi-finale. Mais putain, mais gagne les matchs d'abord. Excusez-moi, je m'emporte. Non, mais tu as raison de t'emporter. Moi aussi, Et, hein. je veux dire, le Ça m'a seul rendu moment où tu as une belle vitrine, le seul moment depuis 3 ans où tu as une vraie vitrine pour ton équipe, pour montrer que, regardez, on n'est plus les nullards auxquels vous êtes habitués, eh ben, tu mets l'équipe B et tu peux pas le gagner, ce match-là, fondamentalement. C'est terrible. Ils n'avaient rien à perdre. C'est aussi ça, moi, qui
qui m'a rendu un peu dingue. C'est que finalement, j'avais peur de contre-performer contre Cuba. Non, mais donc ils voulaient mettre l'équipe A à tout prix sur Cuba. Puis, on leur en passe 7, c'est bon. Je veux dire, même avec Crépeau en pointe, tu leur en passes 2 ou 3. Quoi. Exactement. Même en jouant à 7, tu les repasses 2 ou 3. Avec les petites bandes remontées, avec des ballons en mousse. Bon. Exactement. Exactement. Il y a un bandeau sur un œil. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, qu'est-ce qui peut faire foirer tout ça à part, on a déjà un petit peu ouvert les quelques difficultés, mais finalement, nous, on y croit. Alors, qu'est-ce qui peut tout faire foirer? Qu'est-ce qui peut tout faire foirer pour la qualification, tu veux dire? Oui. Donc, pour la qualification, c'est qu'on joue petit bras. Voilà, la philosophie petit bras de Herdman. Toi, tu penses vraiment que ça, c'est le danger numéro 1? Il calcule trop. Si je joue contre machin, il faut que je mène, il faut que je repose machin aussi. Je veux dire, oui, il va arriver des moments, ils vont jouer des matchs tous les 3 jours, et c'est là qu'on mesure la qualité d'une vraie équipe nationale. C'est de faire jouer les mêmes joueurs peut-être tout le temps. D'avoir un 11 inamovible et des remplacements tardifs. Tu vois, ce genre de truc. Une équipe qui se connaît, exactement, déjà. Et une équipe qui se connaît, une équipe qui, ça va être compliqué, une équipe qui se connaît, il faudrait qu'ils jouent tous un peu comme l'équipe d'Allemagne, la philosophie du Bayern. Non, mais si déjà ils jouent tous leurs matchs avec un 11 qui se ressemble, si déjà, voilà. Une tactique qui se tient. Une tactique, exactement, une tactique qui se tient, une équipe qui est un peu fixée et qui joue contre des bonnes oppositions, parce que finalement, si tu construis pas ton équipe, comme tu dis, contre Montserrat, ou je sais pas quoi, là, les îles du bout du monde. Voilà, les îles Vierges britanniques. Il faut prendre une équipe d'un autre sirop. C'est ça. Changer de sirop, les gars, merde. Mais, non, mais dans l'idée, il faut que ça soit une toute petite équipe ou une grosse équipe, que tu joues avec l'équipe du Canada, tu te dis c'est ça joue comme ça, que tu aies une identité de jeu aussi, que ça soit n'importe quoi, que du kick and rush, du catenaccio, n'importe quoi, mais qu'on puisse se dire que le Canada, c'est ça. Là, le Canada, on peut pas savoir ce que c'est. Mais comme les États-Unis. Mais même les joueurs ne savent pas. C'est aussi ça le drame. C'est que même les joueurs, ils savent pas où on va et comment on y va. Un jour, ils sont 3 en défense, un jour, ils sont 4, un jour, ils sont 5. Hutchinson, défenseur central, Hutchinson 6, Hutchinson 8, Hutchinson sur la Lune. Je veux dire, c'est les Tintins, quoi. Mais le grand problème, là où c'est frustrant, c'est qu'il y avait la place à cette Gold Cup de faire un beau parcours, parce que les États-Unis, ils n'ont pas d'identité de jeu non plus, ils se reconstruisent aussi, les États-Unis. Le Mexique, c'est pas qu'ils se reconstruisent, eux, ils ont perdu énormément, techniquement parlant. Je veux dire, le Mexique, il est battable en ce moment. Les États-Unis, c'est battable. Donc, il faut faire des statements au moment, il faut se dire, voilà, nous, on est le Canada, personne nous connaît, et pourtant on existe. Voilà ce qu'on est capable de faire. Et là, personne à la Gold Cup ne peut dire ce que le Canada pouvait faire. Ouais, et il faut pas avoir peur. Il n'y a que les peureux qui ont peur. Mais qu'est-ce que tu veux perdre quand t'es le Canada? T'as rien à perdre. Le Canada. Rien, et même si tu t'en prends, et encore, ils auraient pu perdre, mais ils se seraient pas pris une raclée, dans la mesure où une équipe construite n'importe comment avec des joueurs secondaires ne s'est pas pris une raclée. C'est aussi ça qui est le plus, le plus énervant. Enfin bon, on va essayer de se calmer sur la dernière thématique, si c'est encore possible. Donc moi je voulais parler de Piet. Donc on parle de plus en plus de Piet et de la fin de son contrat et de la possibilité qu'il existe qu'il parte ou qu'il souhaite partir. Donc bon, aujourd'hui il y avait une interview par Radio-Canada où on a cru comprendre que finalement si l'Impact faisait l'effort nécessaire, il resterait avec plaisir. Alors quel est ton avis toi là-dessus? Moi, mon avis, c'est que le joueur, déjà, premièrement, le joueur a toujours raison. D'autant plus quand il y a une telle injustice. Piet au salaire qu'il a en ce moment, je veux dire, ça a aucun sens qu'il veuille rester à l'Impact de Montréal, sauf par pur amour. Il renouvellera très certainement pas son contrat au montant actuel. C'est plus de l'amour, hein, là, c'est de la rage. Ah oui, non, là, c'est un peu, c'est pathologique. Non, mais c'est tout à fait normal qu'il veuille, qu'il ait pas nécessairement des envies d'ailleurs, mais qu'il ait des envies d'avoir un peu plus de pognon dans ses poches qui lui retombent. Je veux dire, c'est un mec qui ramène des gens au stade, c'est un joueur qui est très capable, c'est un très bon joueur à son poste.
C'est un joueur qui aurait sa place en Ligue 2. Bon, après j'entends dire des gens qui pourraient aller chercher un milieu de tableau en Ligue 1. On en est loin pour moi, parce qu'il est trop unilatéral dans son jeu. Mais il aurait très franchement sa place à aller chercher une équipe de Ligue 2 qui lutte pour la montée chaque année. Oui, il pourrait y aller. Après, des joueurs du profil de Piette en Europe, il y en a plein. Et en France particulièrement. Encore plus, ouais. En France, des 6, des ratisseurs de ballon, des mecs à la N'Golo Kanté, entre guillemets, tu sais, des mecs bas sur les appuis qui vont, des harceleurs, il y en a plein. Ouais. Donc c'est compliqué pour lui en fait. Il a croisé des chemins. C'est sûr qu'il faut qu'il parte. Si on lui propose pas mieux, si l'Impact lui propose pas mieux, c'est une faute professionnelle. L'Impact va lui proposer mieux, donc Piette va rester, tout simplement. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Évidemment, il est super important. Il est important sur le terrain, en dehors du terrain. C'est le meilleur commercial de l'Impact. Mais moi, j'ai aussi un désir. Moi, je pense que Piette, il est parti de chez lui à 14 ans. Quand tu pars à 14 ans pour réussir et que tu dois faire 3 pays différents pour enfin y arriver, que tu dois apprendre 2 langues étrangères et voilà, y habiter aussi loin de chez toi et dans des pays qui sont tellement différents des tiens tout seul, et se retrouver tout le temps avec une grande compétition. Je pense que s'il a l'opportunité de pouvoir partir, il faut qu'il parte. S'il en a le désir, évidemment, et il faut surtout pas qu'on lui en veuille, parce qu'il a tout fait pour pouvoir voir quel était son niveau maximum. Alors comme tu le dis, son niveau maximum, c'est peut-être le haut tableau de Ligue 2 ou la Ligue 1 ou je sais pas le Championship, qui est un super championnat. Mais c'est vrai que s'il en a l'envie et s'il en a l'opportunité, il faut qu'il y aille. La question, elle est là. Est-ce que l'opportunité, il va l'avoir? Ouais. Que de la Ligue 2 lui propose, oui, mais est-ce que c'est une vraie upgrade par rapport à l'Impact? Non. Mais moi, la Ligue 1, je les vois, ou la Championship, je les vois pas proposer un contrat à Piette. Moi non plus. Parce que, qu'est-ce qu'il a gagné? Il est dans une équipe, très moyenne de MLS, on va pas se le cacher. Bon, un indispensable dans une équipe moyenne, certes. Dans une équipe nationale qui fait un parcours pas terrible. Il n'a pas fait la meilleure des publicités. Enfin, je veux dire, les équipes où il évolue, il n'a pas fait la meilleure des pubs. Il aille chercher un truc vraiment génial ailleurs, quoi. Après, moi, je suis pas persuadé qu'il ait vraiment envie de cirer le banc dans une bonne équipe. Je pense qu'il a sa place ici, il est bien ici, il a sa famille ici, il a testé, comme tu dis, à juste titre. Il a testé en Europe. Donc moi, je le retournerais de la manière différente. Il a testé, il a vu ce que c'était. Moi, je pense qu'il veut son nom au mur de la renommée dans quelques années. Et puis, il a raison de vouloir. Et il aura peut-être pas sa statue devant le stade, mais je pense qu'il peut rester encore 5-6 ans à l'Impact et devenir le joueur indispensable. Le poste qu'il essaye, auquel il aspire, en fait. Ouais. Donc, comme tu dis, ça dépendra évidemment des opportunités. Et c'est vrai que la difficulté, c'est évidemment, même si tu es chassé par un club plus prestigieux, où on te propose de jouer dans un championnat plus prestigieux, il faut encore, comme tu dis, réussir à se faire sa place. Et un entraîneur, il peut éventuellement te dire qu'au début de la saison, il te voit comme le partant, mais très rapidement, tout peut changer si et même à l'Impact, très vite, tu montres pas. Évidemment, mais je pense qu'à l'Impact, il est quand même assez installé pour que il faille un peu plus de temps avant que on puisse le déloger. Et puis il fait tout pour justement pour avoir sa place. Enfin, il fait partie des tout premiers qu'on inscrit sur la composition, que ce soit, je pense, garde, comme tous les partisans et tous les suiveurs. C'est vrai. Il a sa place est faite ici, en fait. La place est faite. Et alors, voilà. Donc, est-ce que pas de problème. Et il faut le nerf de la guerre. Je veux dire, une carrière de footballeur, c'est pas bien long. Hein. Il faut ramasser le plus possible, même si lui aura sans problème sa place de consultant à la fin de sa carrière. Dans un deuxième temps. Local, mais ou même au sein du club. Je veux dire, il pourrait très bien avoir sa place. Mais il faut qu'il reste, en fait. Moi, s'il part, on sait très bien comment ça va se passer. Il va signer une année dans une équipe, puis il va partir ailleurs, et puis il va faire un peu comme Bernier a fait, tu sais,
se retrouver en Scandinavie, puis revenir à la fin, genre à 31, 32 ans, revenir à l'Impact pour finir ses années, mais entre-temps, il y a plus de chances qu'il se construise un vrai palmarès et qu'il devienne une légende du club en restant à l'Impact de Montréal. Sans doute. Maintenant, Bernier, il a quand même eu l'opportunité de jouer sur la plus belle pelouse du monde, hein, au stade de la Méno, et ça, peu de gens peuvent le dire. Et ça quand même, ça fait partie des trucs qui marquent une carrière, une vie, une décennie, une destinée, une famille. Sur ce, c'est un beau stade, c'est un beau terrain. Mais peut-être que Piet veut jouer là-bas, ça serait énorme qu'il signe là-bas. eh bien, alors, ça serait assez énorme qu'il signe là-bas. Alors, recruteur du Racing Club de Strasbourg, n'hésitez pas à regarder Piet. Et peut-être que, alors là, moi, j'ai pas d'informations, je suis en train de travailler là-dessus. Peut-être que ils le verront de près, puisque moi, on m'a fait une promesse de passer par Montréal rapidement. Donc, on va voir si mon président il va tenir sa promesse. S'il fait pas juste un passage et qu'il vient piquer les joueurs, ça va être une autre histoire quand même. Ouais, tu crois qu'il pourrait repartir à les pieds devant? Bah Piet, je sais pas s'il passe en soute. Je sais pas, je préfère pas savoir qu'il est parti il est venu comme un seigneur, qu'il reparte comme un seigneur. Sur ce, je te remercie vraiment pour ce podcast, pour tes avis. Bien, l'avis est bien, le plaisir est plus que partagé. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me poser des questions, ainsi qu'à Curtis, son hack commercial, Bloodudal, BLOODYUDA2L. Allez faire un tour, évidemment, sur l'Impact Academy disponible sur heurejeu.net. Rebondissez un jour ou l'autre. Rebondissez sur le podcast, il est mou, ça fait pas mal. Pour cela, mon Twitter @commercial Monsieur Foot de Foot, MRFOOT2FOT. Merci au Ken Football Club d'accueillir le podcast. Abonnez-vous au podcast qui sont disponibles sur les plateformes. Abonnez-vous aussi au compte Twitter pour être au courant des sorties des shows et de l'actualité générale. Abonnez-vous sur la ligne, disponible aussi sur iTunes, avec un très très joli logo vert. Merci encore pour votre fidélité et de faire le mur avec moi. En parlant de mur, un petit bonjour à Loraka qui en parle si bien des murs depuis Londres. Pour conclure, comme de tradition, et parce que ça me fait plaisir à tous les deux, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Merci encore Curtis. Mais merci à toi et à la prochaine. Avec plaisir.